On est bombardé en permanence de promesses de succès rapide, de transformations spectaculaires du jour au lendemain. Oui, tout le temps. Mais si la véritable clé du succès n'était pas dans un grand saut, mais plutôt dans une accumulation de tout petits pas, des pas presque invisibles, Mhm. c'est vraiment le cœur de notre discussion aujourd'hui, inspiré par les idées d'un livre fascinant de Darren Hardy, L'effet cumulé. Et c'est une idée qui va totalement à contre-courant de notre époque, qui veut tout, tout de suite. Exactement. Le livre, il nous propose de revenir à un principe fondamental, presque oublié. La réussite, comme l'échec d'ailleurs, ce n'est jamais le fruit d'une seule action. C'est la somme de centaines de milliers de micro-décisions qu'on prend chaque jour. Des micro-décisions. Voilà. Et l'idée forte, c'est que la constance bat l'intensité, à tous les coups. Alors, pour bien comprendre cette puissance, il y a une énigme au début du livre que je trouve géniale. Ah oui, le penny magique? C'est ça. Imagine qu'on te propose un choix hésitant. Soit 3 millions d'euros là, maintenant, dans ta main. Soit un centime d'euro, mais qui double de valeur chaque jour pendant 31 jours. Le choix semble vite fait. Spontanément, je dois avouer que j'aurais probablement pris les 3 millions sans trop réfléchir. C'est humain, hein? C'est tout à fait humain. Notre cerveau est programmé pour la survie immédiate, pour la récompense tangible, pas pour calculer des intérêts composés sur un mois. C'est clair. C'est pour ça que ce principe est si contre-intuitif et en même temps si puissant. Si on fait le calcul, au bout de 10 jours, ton centime ne vaut que 5,12 €. C'est ridicule. Au jour 20, tu arrives à peine à 5 242 €. Pendant tout ce temps, la personne qui a pris les 3 millions, elle se sent incroyablement intelligente. C'est là que le piège se referme. On ne voit aucun résultat, on a l'impression que nos efforts ne servent à rien. Exactement. La magie, ou plutôt la mathématique, elle opère en silence. C'est seulement au jour 29 que la valeur du centime dépasse les 2,7 millions d'euros. Ah oui, quand même. Et au jour 31, le dernier jour, il double une dernière fois pour exploser à plus de 10,7 millions. 10 millions! Ce n'est pas une progression linéaire, c'est une courbe exponentielle. Le plus gros du gain se fait à la toute fin. Et c'est une métaphore parfaite de la patience qu'il faut pour voir les résultats de nos efforts. D'accord, l'image du centime est très parlante. Mais comment ça se traduit dans la vie de tous les jours? Parce qu'on ne gère pas tous des centimes qui doublent. Non, c'est sûr. Pour rendre ça très concret, le livre raconte l'histoire de 3 amis. Ok. Laurent, Simon et Bruno. Ils ont la trentaine, des revenus similaires, des vies de famille classiques. Bref, ils partent de la même ligne de départ. D'accord. Simon, lui, il décide d'intégrer de toutes petites habitudes positives, vraiment minuscules. C'est-à-dire? Il lit 10 pages d'un livre instructif chaque jour et il décide de supprimer 125 calories de son alimentation. C'est l'équivalent d'un yaourt sucré. Ce n'est rien, 125 calories. C'est invisible. C'est tout le principe. De son côté, Bruno fait quelques choix négatifs, tout aussi mineurs en apparence. Comme quoi, par exemple? Il s'achète un grand écran pour regarder plus de séries, il installe un petit bar chez lui pour se détendre le soir, et il ajoute quelques centaines de calories à son régime, souvent sous forme de snack. Et le troisième? Quant à Laurent, le troisième, il ne change rien. Il reste sur sa trajectoire. Et j'imagine que, comme pour le centime, on ne voit rien au début? Absolument rien. Le livre montre un graphique de leur évolution. Après 5 mois, aucune différence. Après 10 mois, toujours rien. Après 20 mois, les changements sont si subtils qu'ils sont quasi imperceptibles. Attends, donc pendant presque 2 ans, il ne se passe rien de visible. Rien. C'est fou, parce que c'est exactement le moment où n'importe qui abandonnerait en se disant « mes efforts ne servent à rien ». C'est exactement ça. C'est la raison pour laquelle les résolutions du Nouvel An échouent en février. On s'attend à un résultat rapide et, quand il n'arrive pas, on laisse tomber. Bien sûr. Mais la courbe exponentielle travaille en coulisses. Le graphique montre qu'à 27 mois, donc un peu plus de 2 ans, l'écart est devenu un gouffre. Ah, Simon, avec ses 10 pages par jour, a accumulé l'équivalent d'une dizaine de livres. Ça lui a donné des idées pour son travail, ce qui lui a valu une promotion. logique. Et en ayant supprimé 125 calories par jour, il a perdu près de 15 kilos, sans jamais avoir l'impression de faire un régime. Il est en pleine forme, plus heureux dans son couple. Et Bruno, avec ses choix insignifiants? C'est la même logique, mais en sens inverse. Il a pris 15 kilos, il est devenu plus léthargique, moins performant au travail, ce qui a créé des tensions avec son chef et du stress dans son mariage. C'est ce que l'auteur appelle l'effet ricochet, c'est ça? Exactement. Une petite habitude négative, comme grignoter le soir, ça entraîne une baisse d'énergie le lendemain qui affecte la concentration au travail, qui génère du stress, qui pousse à chercher du réconfort. Dans le grignotage. Voilà. C'est une spirale descendante, alimentée par des choix qui semblaient totalement anodins au départ. C'est vertigineux de penser que 15 kilos de plus ou une promotion peuvent découler de choix aussi minuscules. Mais alors, si tout est une question de choix, comment est-ce qu'on s'assure de faire les bons?
J'imagine que ça commence par se sentir responsable de ses choix, non? C'est le point de départ absolu. Le livre martèle une idée fondamentale. Il faut assumer 100% de la responsabilité de sa vie. 100%. Fini de blâmer l'économie, son patron, son passé. La seule personne aux commandes, c'est soi-même. Mais ce qui est fascinant et un peu dérangeant, c'est qu'on pense être aux commandes. Mais en réalité, 95% de notre journée est dictée par un pilote automatique. Un pilote automatique. Oui, un pilote qu'on a programmé il y a des années. Ce sont nos habitudes. D'accord. La véritable prise de conscience n'est pas juste de savoir qu'on mange mal. C'est de réaliser qu'on n'a même pas décidé de prendre ce biscuit au bureau. La main l'a fait toute seule en passant devant la boîte. Ah oui, je vois très bien. C'est ça, le vrai point de départ du changement. Réaliser à quel point on est peu conscient de nos propres actions. D'accord, mais comment on reprend le volant si on est en pilote automatique? Comment on devient conscient de ces micro-choix? Le livre propose un outil d'une simplicité désarmante mais d'une efficacité redoutable. Le suivi. Le suivi. Tu choisis un seul domaine de ta vie que tu veux améliorer, par exemple les finances, et tu notes tout, absolument chaque dépense, du café du matin à la facture d'électricité, dans un simple carnet. Tout noté. Le simple fait de mesurer, sans même chercher à changer quoi que ce soit au début, ça crée une prise de conscience immédiate. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Cet acte de noter nous force à regarder la réalité en face. Et une fois qu'on est conscient de ses choix, le plus dur reste à faire. Les changer. C'est le combat de tous les jours, non? Le cerveau veut le plaisir maintenant, le gâteau, la série. Oui, Pas la récompense lointaine d'être en forme dans un an. c'est le piège de la gratification immédiate. Et pour y échapper, la volonté seule ne suffit pas. Elle s'épuise. La solution proposée est bien plus puissante. Laquelle? Il faut trouver son pourquoi. Une raison d'être, une motivation si profonde qu'elle rend le choix à long terme plus désirable que le plaisir à court terme. Il faut un pourquoi fort. Exactement. Un pourquoi faible, c'est « je veux perdre du poids ». C'est vague, ça ne résiste pas à une part de pizza. Un pourquoi puissant, c'est « je veux avoir l'énergie de courir avec mes enfants au parc et d'être un modèle de santé pour eux ». Ah oui, là c'est différent. Face à cette image, refuser la pizza devient un acte d'amour, pas une privation. Ce pourquoi, c'est notre ancre émotionnelle. Ce pourquoi puissant, c'est donc le carburant. Mais même avec le meilleur carburant, une voiture à l'arrêt, ça reste une voiture à l'arrêt. Tout à fait. J'imagine qu'il faut un élan initial pour que la machine se mette en marche. C'est le concept clé de l'élan, ou momentum. L'analogie utilisée est celle du manège, le tourniquet dans les parcs pour enfants. Ah oui! Le faire démarrer, c'est incroyablement difficile. Il faut pousser de toutes ses forces, on sue, on a l'impression que ça n'avancera jamais. C'est la phase la plus frustrante, là où la plupart des gens abandonnent. L'image est très parlante. Mais concrètement, comment on donne cette première poussée si difficile, surtout quand on n'a pas la motivation et que le canapé nous appelle? Quelle est l'astuce pour démarrer? L'astuce, c'est de ne pas compter sur la motivation, mais sur la structure. La clé, ce sont les routines. Les routines. Des séquences d'actions que l'on accomplit quoi qu'il arrive, jusqu'à ce qu'elles deviennent aussi automatiques que de se brosser les dents. L'auteur donne l'exemple de sa propre routine matinale. D'accord. Chaque matin, sans faute, il commence par des étirements, puis la lecture d'un texte inspirant, et enfin la planification de ses 3 priorités absolues de la journée. Et tout ça avant même de regarder ses emails ou les actualités. Pour ne pas laisser le monde extérieur dicter son agenda. Précisément. La routine rend les bonnes actions non négociables, et elle crée cet élan initial. C'est une chose de construire ses propres routines, mais on n'est pas seul sur une île. L'environnement, les gens qui nous entourent, ça doit jouer un rôle énorme, pour le meilleur comme pour le pire. C'est un point crucial, et souvent sous-estimé. Il y a cette idée percutante qui vient de son mentor Jim Rohn, qui dit en substance qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Oula, Quand on y pense, c'est à la fois terrifiant et libérateur. Notre revenu, notre santé, notre attitude, tout est un reflet direct de notre entourage proche. On absorbe leurs standards par osmose. ça force à regarder son cercle d'amis ou de collègues d'un autre œil. Exactement. Le livre identifie 3 types d'influences à maîtriser. D'abord, les apports, ce dont on nourrit son esprit. C'est-à-dire, Est-ce qu'on passe son temps dans les transports à écouter des infos anxiogènes ou un podcast qui nous apprend quelque chose? L'idée de transformer sa voiture en université sur roues est simple, mais elle change la donne. c'est une bonne image. Ensuite, il y a les relations. Il s'agit d'évaluer consciemment qui nous tire vers le haut et qui nous maintient dans la médiocrité, et d'ajuster le temps qu'on alloue à chacun. Et le dernier? Et enfin, l'environnement. Est-ce que notre maison ou notre bureau est organisé pour faciliter nos bonnes habitudes ou pour y faire obstacle?
Avoir des fruits à portée de main et les gâteaux au fond du placard, c'est un choix d'environnement simple qui a un impact énorme. Ok, donc si on récapitule, des bons choix transformés en habitudes, propulsés par un pourquoi fort et un élan créé par les routines, le tout dans un environnement favorable. On a une belle machine qui avance. C'est ça. Mais est-ce qu'on peut passer à la vitesse supérieure? Voire mettre un turbo? C'est la partie la plus stimulante. Comment multiplier les résultats? Le secret se trouve dans ce qu'on fait quand on pense avoir atteint ses limites. Ah! L'analogie de la musculation est parfaite pour ça. Si ton objectif est de faire une série de 12 répétitions, le véritable bénéfice pour le muscle ne se trouve pas dans ces 12 répétitions. Non! Elles ne font que te préparer. La vraie croissance, la vraie transformation, elle se produit dans les 3 à 5 répétitions supplémentaires que tu t'arraches à faire après avoir atteint ta limite, quand ça brûle et que chaque mouvement est un combat. Donc, ce n'est pas juste faire un effort de plus, c'est comprendre que cet effort-là, le dernier, celui qui coûte, vaut plus que tous les autres réunis. C'est ça l'idée, hein? C'est exactement ça. Ces efforts supplémentaires ne s'additionnent pas, ils multiplient les résultats. Chaque répétition au-delà de la limite a un impact décuplé. Et ça s'applique à tout, j'imagine? À tout. Passer cet appel de prospection de plus quand on a juste envie de rentrer chez soi, courir ces 500 mètres supplémentaires quand les poumons brûlent, ajouter cette petite attention inattendue pour son conjoint après une longue journée. C'est ce qui sépare le bon de l'exceptionnel. On peut voir ça dans le monde de l'entreprise aussi. Je pense à ces services clients légendaires. Absolument. Le livre cite l'exemple du grand magasin Nordstrom, dont la réputation ne s'est pas bâtie sur le fait de bien faire son travail, mais sur ces moments où les employés vont systématiquement au-delà de ce qui est attendu. Ils créent des histoires. Oui, des histoires qui se racontent et qui forgent une confiance en or massif. C'est ce petit plus constant qui a multiplié leur succès. C'est la matérialisation de l'effet cumulé accéléré. Finalement, tout ce qu'on vient de dire ramène à une idée assez simple, mais presque révolutionnaire à notre époque. Le succès durable n'est pas un coup d'éclat. C'est presque ennuyeux. Ah bah oui, on peut dire ça. C'est juste la discipline de faire les bonnes petites choses, encore et encore, surtout quand personne ne regarde. La constance est le vrai super pouvoir. Pas le talent, pas la chance, juste la capacité à s'y tenir. Le livre nous invite à un exercice de pensée assez puissant. Lequel? Regarder les 5 dernières années de sa vie et se demander honnêtement, suis-je là où j'espérais être? Si la réponse est non, ce n'est la faute de personne d'autre que de la somme de milliers de petits choix, de petites déviations. Qui, cumulés, nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui. Voilà, c'est une prise de conscience qui peut être difficile, mais qui est nécessaire. C'est sûr. Oui, mais la question la plus importante n'est pas de regretter le passé. Il est fixé. La vraie question la plus provocatrice et la plus utile, c'est de se tourner vers l'avenir. D'accord. À partir de cet instant précis, on peut décider quelle est la toute première petite action, le premier choix minuscule mais positif qui pourrait être mis en place dès aujourd'hui. Car ce simple petit choix, s'il est maintenu, a le pouvoir de garantir que les 5 prochaines années racontent une histoire radicalement différente.